Ah bonjour, dans cette vidéo, qui est une vidéo pour les premières spécifiques, les élèves de première générale qui ne suivent pas la spécialité, nous allons traiter le chapitre sur les fonctions exponentielles. Donc ça va être en 3 parties. On va d'abord définir qu'est-ce que c'est qu'une fonction exponentielle. On va présenter le tableau de variation, la représentation graphique, à quoi ressemble la courbe. Dans une deuxième partie, nous étudierons les propriétés algébriques. On verra, en tout cas, on essaiera de justifier ce nom, cet adjectif d'exponentielle à ces fonctions. Et enfin, dans une troisième partie, nous étudierons une application ce qu'on appelle un taux d'évolution moyen. Un très bon visionnage. Donc, qu'est-ce que c'est d'abord la fonction exponentielle? Alors, c'est les fonctions exponentielles. Il faut bien comprendre que dans ce chapitre, A va toujours désigner un réel strictement positif. Et ce qu'on va appeler la fonction exponentielle de base A, c'est la fonction qui a un réel x va associer le réel a exposant x. Et on va étudier cette fonction, on va considérer qu'elle est définie pour x positif sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors par exemple, la fonction exponentielle de base 1,3, c'est la fonction f qui a x. Je rappelle que ce symbole avec cette flèche-là signifie associé. C'est la signification de cette flèche-là. Ça veut tout simplement dire qu'à un réel x, on va associer 1,3 exposant x. Par exemple, f2, c'est tout simplement 1,3 au carré. Il s'avère que 13 au carré, ça fait 169. 1,3 au carré, ça fait 1,69. OK? Et donc, qu'est-ce qu'on a immédiatement? Quand vous voulez évaluer justement une fonction exponentielle en 0, par définition, c'est a exposant 0, et on vous a déjà dit que par convention, a exposant 0, c'était 1. Donc, quelle que soit une fonction exponentielle, quelle que soit sa base, en 0, ça vaut 1. Et f de 1, c'est a exposant 1, ça vaut a. Donc ça, c'est une autre valeur de référence qui va être importante. Alors, par exemple, ce 1,3 exposant x, est-ce que finalement, il est défini dans une calculatrice? On va quand même essayer de le manipuler, de voir à quoi ça ressemble. On va déjà essayer de rentrer cette fonction. Donc 1,3 exposant x. Et on va essayer de voir à quoi ressemble la courbe représentative de cette fonction. Vous voyez, ça existe, ça a du sens. Alors je vous rappelle qu'il y a une possibilité qui est la touche trace, qui est assez pratique parce que ça permet justement comme ça de balader en fait un curseur sur la courbe. Et en particulier, on avait calculé 1,3 au carré. Vous voyez, c'est l'image de 2. Mon curseur, il est bien d'abscisse 2 et il est bien d'ordonnée 1,69. On avait dit que pour a exposant 1, ça valait a, c'est-à-dire que l'image de 1, c'était la valeur de la base. Là, on retrouve bien que c'est 1,3. Et pareil, on avait calculé qu'en 0, c'était toujours 1. Donc ça, on peut le vérifier. Ce que vous devez quand même comprendre, c'est que vous avez donné du sens, quand vous avez des exposants, à des exposants entiers. Mais là, c'est quand même ce qui devrait vous choquer, vous interpeller, c'est qu'on va donner du sens, par exemple, à qu'est-ce que ça veut dire 1,3 exposant 0,7. La calculatrice, en fait, elle arrive à le calculer. Et pourtant, c'est pas un exposant entier. Et ça va être l'enjeu de ce chapitre, c'est en fait d'élargir, d'étendre la notion de puissance, pas seulement en fait à des nombres entiers. Alors, ça va être compliqué d'expliquer ce que c'est exactement, quelle est l'interprétation de 1,3 exposant 0,7, mais on verra à la fin du chapitre comment, en fait, on peut interpréter concrètement certains exposants qui ne sont pas des nombres entiers. Alors, la courbe représentative de la fonction exponentielle de base A, on va voir qu'elle passe par les points représentant la suite géométrique de terme u de n égale a exposant n, qui est en fait la suite géométrique de premier terme u0 égale à 1, et qui a comme raison q égale a. Bon, dit autrement, les fonctions exponentielles, en fait, ça joue un peu le rôle des suites géométriques, mais pour les fonctions. En tout cas, des suites géométriques pour les fonctions, telles qu'en 0, ça vaut 1. Et c'est un peu l'idée. Et d'ailleurs, quand on a une suite géométrique, on parle d'évolution exponentielle. C'est pas étonnant.
Donc là, par exemple, je vous ai représenté en vert la courbe représentative de la fonction exponentielle de base 1,3, celle que je vous ai montrée à la calculatrice. Et par-dessus, j'ai rajouté les points qui représentent la suite U de termes 1,3 exposant n. Dit autrement, c'est la suite U de premier terme U0 égale à 1 et de raison 1,3, puisque ce U de n, vous pouvez l'écrire sous la forme U0 fois Q exposant n, où U0 c'est 1, et la raison Q c'est 1,3. Et il s'avère que le lien est très fort, c'est-à-dire que la courbe représentative de la fonction exponentielle de base 1,3, elle passe par les points qui représentent la suite U, qui est définie par U de n égale 1,3 exposant n. Si on devait un petit peu résumer, la suite, c'est ce que, entre guillemets, les termes de la suite, c'est ce que l'on sait faire avec des exposants entiers. Alors que la fonction, en fait, c'est une sorte d'extension de la notion d'exposant à des réels. Vous voyez? Et en fait, on pourrait obtenir cette fonction, on pourrait le voir comme, j'essaie de relier au mieux tous ces points, et la courbe qui permet de relier au mieux tous ces points, c'est la courbe représentative de cette fonction. Alors du coup, on avait dit que la base A, c'était quelque chose qui était un réel positif. Et en fait, vous allez voir qu'il y a deux grandes situations. C'est soit A est strictement supérieur à 1, comme par exemple notre exemple où on avait la fonction exponentielle de base 1,3, on va constater que cette fonction elle est strictement croissante sur là où elle est définie, c'est-à-dire 0 plus l'infini. Et l'autre situation, c'est si A est strictement coincé entre 0 et 1, dans ce cas-là, on va avoir une fonction qui va être strictement décroissante. C'est un petit peu logique, parce que si vous prenez 0,6, 0,6 exposant 0, vous voyez, je vais dessiner les fameux points de la suite U de n égale 0,6 exposant n, U en 0, ça vaut 1. En 1, ça vaut 0,6, automatiquement. Parce que 0,6 exposant 1, c'est 0,6. Et en 2, déjà, si vous regardez ce qui se passe, ça va être 0,6 au carré, c'est-à-dire 0,36. Et vous voyez, à chaque fois, en fait, ça va diminuer. Parce que si vous regardez la suite U de n de termes 0,6 exposant n, en fait, à chaque fois, c'est des termes c'est une suite qui est décroissante, où les termes sont de plus en plus petits, et ainsi de suite. Donc, ici, la fonction exponentielle de base 0,6, elle est strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Et alors vous allez me dire, oui, mais on a peut-être oublié le cas où la base vaut 1. Oui, c'est vrai, on l'a oublié, mais en fait, c'est pas un cas très intéressant parce que la fonction qui a x associe 1 exposant x, en fait, elle vaut 1. Parce que quand vous avez 1 exposant 0, ça vaut 1. Quand vous avez 1 exposant 1, ça vaut 1. Quand vous avez 1 au carré, ça vaut 1. Vous voyez? Et donc là, globalement, la fonction 1 exposant x, en fait, c'est tout simplement la fonction constante qui vaut toujours 1. Donc en gros, elle est à la fois croissante et décroissante, elle est constante. L'autre chose que l'on a remarqué, c'est que dans les deux situations, de A et X sont positifs, A exposant X sera toujours un nombre strictement positif. Donc ça, c'est important, ça veut dire tout simplement que la courbe représentative de cette fonction exponentielle, elle sera toujours strictement au-dessus de l'axe des abscisses. Bon, alors maintenant, on va essayer de justifier pourquoi on appelle ça des fonctions exponentielles. L'idée, c'est qu'en fait, on va essayer de récupérer tout ce que l'on sait faire avec les exposants. C'est-à-dire que cette propriété 2.1, elle n'est pas nouvelle. Vous l'avez déjà utilisée avec x et y, qui étaient des nombres entiers, et même des nombres entiers relatifs. Bon, là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, on va étendre ça, c'est-à-dire que x et y, maintenant, ça peut être des réels, n'importe quel réel positif, c'est pas forcément des entiers. Et a et b, ici, à chaque fois, vont être des nombres réels strictement positifs. Et donc, on a toutes ces propriétés, finalement, qu'on récupère de la situation où les exposants sont entiers, mais c'est la même chose. On a exactement la même autorisation. C'est pas grave, entre guillemets, si les exposants ne sont pas entiers. Par exemple, si je veux écrire sous la forme d'une seule exponentielle, le nombre A. Bon, alors ici, il ne faut pas se tromper, parce que vous avez quand même des formules qui se ressemblent beaucoup.
Alors, en particulier, qu'est-ce qui se ressemble? Généralement, on peut être tenté de confondre 1 et 4, qui sont deux choses totalement différentes. Il y a quand même un truc en commun, c'est que là, quand vous faites a exposant x fois a exposant y, vous avez en commun la base. On vous dit que si vous multipliez deux images de la même fonction exponentielle, de base a, bah vous avez l'image d'une fonction exponentielle. Et on fait la somme des exposants. Et ici, qu'est-ce qu'il y a en commun? C'est le même exposant. Si vous multipliez deux puissances qui ont un exposant en commun, bah vous pouvez l'écrire sous la forme d'une puissance avec l'exposant en commun. Donc là, il faut faire attention. Ici, on est plutôt dans la propriété, si vous regardez, on est plutôt dans la propriété numéro 1, où finalement, notre 1,5 au carré fois 1,5 exposant 3,4, eh ben, ça va être 1,5 exposant 2 plus 3,4. Et donc, ça va bien s'écrire sous la forme d'une seule exponentielle, d'une seule puissance, 1,5 exposant 5,4. Alors, oui, c'est pas évident d'expliquer ce que c'est que ce 0,4 en exposant, mais n'empêche que ça marche exactement comme si c'était des exposants entiers. C'est comme si on avait 10 au carré fois 10 au cube, ben on aurait dit que c'était 10 exposant 2 plus 3. Ça marche exactement de la même manière. Pour le B, par exemple, il faut faire attention, parce que justement, là, on a le même exposant, ce qu'on a en commun, c'est les exposants. Et ben, là, c'est la formule numéro 4. On nous dit qu'on va multiplier les bases. Ça va être 1,2 fois 3,4 exposant 3,1. Bon, bah, 1,2 fois 3,4, ça fait 4,08 exposant 3,1. Alors, j'aurais pu peut-être choisir des bases plus faciles pour calculer. Bon, ben, on va essayer d'appliquer tout ça à un taux d'évolution moyen. Déjà, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un exposant 1,5. Un exposant 1,5, en fait, quand vous avez marqué A exposant 1,5, ben en fait, c'est quelque chose que vous manipulez depuis quand même pas mal de temps. C'est en fait la racine carrée. Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est très simple. On va appliquer la formule numéro 3 ici. En fait, tout simplement en disant que on sait que A exposant 1,5, c'est un nombre positif, et que si on fait A exposant 1,5 au carré, bah c'est A exposant 1,5 fois 2, on va faire le produit des exposants, ça fait A exposant 1, ça fait A. Et donc, ce nombre que l'on a noté A exposant 1,5, c'est bien un nombre positif qui au carré donne le nombre A. Donc par définition, on a bien que ce A exposant 1,5 que j'ai noté, c'est racine de A. Alors, ça se voit peut-être pas bien, mais le 1,5, il est vraiment en exposant, c'est-à-dire qu'ici, on a voulu marquer A exposant 0,5. C'est pas un 1 de... Il faut vraiment faire attention, le 1,5, il est vraiment en exposant. Alors, par exemple, si on vous demande de calculer 16 exposant 1,5, il ne faut pas avoir peur. Parce qu'en réalité, on ne vous demande que de calculer racine carrée de 16. Donc, il faut trouver un nombre positif qui au carré donne 16. Bon, bah, c'est 4. Donc, en fait, il y a certaines valeurs que l'on va pouvoir calculer assez facilement. Vérifions avec la calculatrice que ça marche bien. Si je mets 16 exposant 1,5, allez, je vais mettre 0,5, c'est peut-être plus rapide, eh ben, je vais obtenir 4. Alors, vous n'êtes peut-être pas convaincu, mais par exemple, je pourrais faire la même chose avec, je sais pas, moi, 9 exposant 1,5. Si c'était la racine carrée de 9, bah, je devrais trouver 3. Et donc, en fait, c'est une nouvelle manière, en fait, d'écrire une racine. Et ça nous permet déjà de donner du sens à un exposant qui n'est pas entier, 0,5. Mais en fait, on peut élargir la notion, c'est-à-dire qu'il existe ce qu'on appelle la racine énième. C'est-à-dire que la racine carrée, c'est, vous avez un nombre de départ, vous voulez calculer la racine carrée de 9, par exemple, il faut trouver un nombre qui au carré, ça donne 9. Bon. Bah, vous pouvez aussi imaginer de calculer, par exemple, la racine cubique de 27. Alors, ça veut dire quoi, la racine cubique de 27? Ça veut dire trouver un nombre, un nombre positif, tel que si vous l'élevez au cube, vous avez 27. Bah, c'est 3 encore. Parce que 3 fois 3 fois 3, 9 fois 3, ça fait 27. Et au final, eh ben, justement, cette racine cubique, eh ben, on a une manière, cette racine, on va élargir avec racine énième, on a une manière de l'écrire, ça va être A exposant 1 sur n. En particulier, une racine cubique, c'est A sur 1 sur 3. Hein, dans ce que je vous ai expliqué, si je marque 27
exposant 1 sur 3, et ben c'est ce fameux 3. Et donc ici, on a un entier naturel, ben, on va remarquer que a exposant 1 sur n, c'est l'unique solution positive de l'équation x exposant n égale a. Ça, c'est normal. On sait qu'elle est positive, on sait que ce nombre réel est positif, et on sait que si vous faites a exposant 1 sur n exposant n, ben toujours à l'aide de la même propriété, on va multiplier les exposants, et on va obtenir a exposant 1, et on va bien obtenir a. Donc, c'est pas une surprise. Et ce nombre-là, on va l'appeler racine n-ième de a. En particulier, pour n égale à 2, la racine carrée, c'est la racine deuxième d'un nombre réel a. Et on va noter, vous voyez, on va rajouter ce n pour préciser que c'est la racine n-ième. Donc, par exemple, la racine cubique de 8. Ben, vous voulez, par exemple, calculer la racine cubique de 8. Il y a plusieurs manières, d'ailleurs, de le faire. La première chose, c'est de dire que ça va être 8 exposant 1 tiers. Alors, de manière pragmatique, si j'avais pris une calculatrice, alors je sais, vous n'avez pas droit à la calculatrice le jour du bac, mais quand même, si on demandait gentiment à la calculatrice, si on lui demande 8 exposant 1 tiers, eh ben, elle va nous répondre que c'est 2. Alors, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça a du sens? Eh ben, on est en train de me dire que ce que j'appelle 8 exposant 1 tiers, c'est un nombre qui serait solution de 2 exposant 3 égale 8. Et en effet, si vous faites 2 exposant 3, ben vous obtenez bien 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire 4 fois 2, vous obtenez 8. Et je vous rappelle que 2 est bien un nombre positif. Donc, par exemple, la racine cubique de 8, la racine troisième de 8, c'est 2, et on peut l'écrire sous cette forme en exposant. Mais on peut encore aller plus loin. La racine carrée de 10 000, que l'on peut aussi écrire 10 000 exposant un quart. Bon, ben, je peux encore utiliser ma calculatrice, par exemple, pour lui demander gentiment ce que ça vaut. Donc, je peux lui demander 10 000 exposant un quart. Elle va me dire 10. Alors, est-ce que ça a l'air cohérent? On va regarder ensemble. D'après la définition, si je prends mon nombre 10 et que je le fais exposant 4, je suis censé trouver 10 000. Bah oui, c'est bien la notation scientifique de 10 000. Et 10 est bien positif. Donc ça va nous permettre en fait de donner du sens à toute une famille d'exposants qui ne sont pas entiers. Parce qu'encore une fois, un tiers, un quart, ce ne sont pas des exposants entiers. Alors à quoi ça va nous servir? Eh bien, en fait, on va être capable de calculer ce qu'on appelle un taux moyen. On a plusieurs évolutions. Donc, en fait, on va avoir 2, 3, 4, n évolutions. On va calculer le coefficient multiplicateur de chaque évolution, et vous savez que le coefficient multiplicateur global, c'est le produit de tous les coefficients multiplicateurs. Vous savez, vous avez une sorte de suite, vous avez une valeur initiale, une valeur intermédiaire, et ainsi de suite. Et à chaque fois, en fait, on va passer d'une valeur à l'autre en multipliant par ce qu'on appelle un coefficient multiplicateur. Et finalement, le coefficient multiplicateur global, c'est-à-dire celui qui permet de passer directement de la valeur de départ à la valeur finale, comment on le calcule? Tout simplement en faisant le produit de tous les coefficients multiplicateurs que l'on a utilisés. Et si vous voulez avoir un taux d'évolution moyen, c'est quoi un taux d'évolution moyen? C'est, vous voulez toujours avoir n évolutions, vous voulez toujours partir de V0, avoir comme valeur initiale V0 et avoir comme valeur finale V de n, mais vous voulez que toutes les évolutions soient les mêmes, soient au même taux. Et en fait, ça va être tout simplement la racine n-ième du coefficient multiplicateur global. Alors, faisons un exemple. Ici, on a 3 augmentations. Donc, une première augmentation de 10%, on a calculé. Comment j'ai calculé sur 1,1? J'ai tout simplement fait 1 plus 10 sur 100, ça fait 1,1. Deuxième coefficient multiplicateur, j'ai fait pareil, j'ai fait 1 plus 40 sur 100, j'ai obtenu 1,4, et puis le 1,7, ça a été 1 plus 70 sur 100, évidemment. Je veux calculer le taux moyen d'évolution, même le taux moyen d'augmentation. Je calcule le coefficient multiplicateur global, donc c'est le produit de tous ces coefficients multiplicateurs, ça fait 2,618, et je vais tout simplement calculer la racine cubique, puisque j'ai 3 évolutions, je vais calculer
cette racine cubique de 2,618. Bon, je vous rappelle que la racine cubique de 2,618, si on doit demander à la calculatrice, ça va être tout simplement 2,618 exposant un tiers. C'est le même. Et on obtient comme valeur rapprochée 1,378, que je peux écrire sous cette forme, 1 plus 37,8 sur 100. Et donc, le taux moyen de ces trois évolutions, c'est d'environ 37,8%. C'est comme si j'avais eu trois augmentations successives identiques dont les trois taux auraient été égaux à 37,8%. Eh bien, j'espère que cette vidéo t'aura été utile et je te souhaite un très bon travail et à bientôt pour un prochain visionnage.